RMC, à la une des grandes gueules. Je sais que je demande un effort aux plus âgés. Je sais que parfois il y en a qui râlent. Ça ne rend pas forcément populaire, mais je l'assume. C'est comme lorsqu'on décide de refaire en profondeur une maison. Au début, on voit les plans, puis on se projette. Et après, on commence les travaux. Il y a un moment où, au milieu des travaux, ça sent la peinture, il fait plus froid, il y a des courants d'air, on se dit pourquoi on a fait tout ça. Là, il faut avoir la patience de rappeler ce pourquoi on le fait, d'avoir des désagréments qui sont passagers, parce qu'à la fin, c'est quand même mieux qu'au début. Voilà ce que disait Emmanuel Macron lors de sa déambulation dans Châlons-en-Champagne. Il se fait interpeller par un retraité. Il dit écoutez, soyez patient. Je sais aujourd'hui que je vous demande des efforts, ce qu'il a répété ensuite devant la presse. Mais il faut avoir de la patience. D'abord les désagréments passagers et ensuite on en aura les résultats. Sauf que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est plutôt les désagréments que les résultats. Alors est-ce que vous êtes prêt à accorder encore un peu de patience, de votre patience à Emmanuel Macron? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, Maxime Niedo, Charles Consigny, Mourad Boudjal. Charles. Écoutez, moi je pense que il n'aurait pas dû augmenter le moindre impôt. Et je crois que si les retraités se plaignent, c'est parce que la pression fiscale qui les vise a été légèrement alourdie par Emmanuel Macron. Et moi, je pense qu'en France, qui est un pays qui déjà meurt sous le niveau de ses impôts, c'était une mauvaise décision. Donc moi, quand j'entends des responsables politiques français dire qu'ils assument de demander des efforts, si cet effort, c'est l'augmentation de la pression fiscale, je pense qu'ils assument dans ces cas-là des mauvaises décisions. Mais sur le discours d'ensemble, sur l'idée qu'il faut que tout le monde se retrousse les manches et que notamment chez nos amis de la SNCF et dans d'autres entreprises et dans d'autres secteurs, notamment publics, il faut que chacun y mette du sien pour redresser ce pays. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Je trouve que sa comparaison avec la rénovation d'une maison est assez pertinente et que la France était vraiment au bord du déclassement. Oui. Je pense qu'elle est en cours de déclassement. Je crois qu'elle est déclassée. La patience, d'accord, mais la patience, c'est du moyen ou du long terme. On est d'accord. Tandis que pour certains qui ont interpellé le président de la République, eux, c'est le quotidien qu'ils doivent gérer. Donc c'est le long terme politique par rapport à la vie quotidienne. Donc lorsqu'Emmanuel Macron dit vous verrez des résultats, déjà demander de la patience. Oui, d'accord. Mais moi, comment je fais pour boucler mes fins? Moi, comment je fais pour retrouver un travail assez rapidement? Comment je fais moi au 15 du mois, si tu veux, pour finir les dépenses courantes? Voilà le problème aujourd'hui, le gap qu'il y a entre le chef de l'État et ceux qui l'interpellent. Oui, mais on peut. Moi, je ferai jamais grief au président de la République d'être dans le long terme. Je pense que c'est le rôle du président de la République. Après, le Premier ministre, par exemple, ou les ministres concernés, eux, ils peuvent s'occuper du court terme. Mais même si le président, aujourd'hui, est en première ligne depuis qu'on est passé au quinquennat et que du coup, son mandat est aligné sur celui de ses ministres, de sa majorité parlementaire, etc. Et ça fait qu'on lui demande aussi le quotidien. En plus, on a ce système absurde où les élections présidentielles sont à la fois une espèce de séquence complètement délirante, où on a l'impression que Jésus redescend sur terre et qu'il s'agit de le choisir, ce qui fait qu'on attend beaucoup du président. Moi, je ferai jamais grief au président de penser à long terme. Maxime Niedo. Je pense et je comprends que les gens soient lassés de ne pas avoir d'effet dans le quotidien. Je pense également que après le en même temps, Macron mène un double langage. On l'a vu ces derniers temps avec les différentes crises sociales. On le voit encore maintenant avec les agriculteurs qu'on accuse sans cesse. Ils sont pas assez compétitifs, pas assez intégrés, pas assez mondialisés. Toujours la faute des autres, quoi, en fait, c'est ça. Voilà. Moi, je propose une solution très simple. Je propose, par exemple, à tous ces députés et tous ces sénateurs qui ne siègent plus tellement à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas foutus d'être dans leur siège lorsqu'on reçoit une personnalité politique allemande, que on ça, on les comprend. Oui, mais peut-être, mais je propose par exemple qu'on réduise leur salaire de moitié ou bien comme le proposait François de Rugy, il n'y a pas de honte à ce qu'on les paye en fonction de leur présence, ça serait déjà un bon début. Et puis en effet, il y a plein de chantiers sur lesquels Emmanuel Macron se fait attendre. Il y a en effet sur l'agriculture où d'un côté il va passer 12 heures au salon de l'agriculture, mais taper dans le cul des vaches, n'est pas Chirac qui veut. Et puis de l'autre côté, signer des accords de libre
change, tout ça, c'est des conséquences qui pèsent lourd dans la vie des gens et qui ne vont pas dans le bon sens. Donc la patience, tu comprends qu'en fait que certains soient à bout, qu'il n'y ait pas cette patience, quoi. En fait, c'est ça. Et Mourad Boudjelal. Autant il m'arrive de soutenir le président Macron, là je suis en total désaccord avec lui. D'abord parce qu'il tape sur des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui et qui sont issues de l'ancien système, si j'ose dire l'ancien système de retraite, à savoir des retraites qui sont souvent très basses, des gens qui n'ont pas compris à leur époque que finalement il fallait pas compter sur la retraite, mais qu'il fallait soit se constituer, quand on le pouvait, un petit patrimoine, soit une rente à côté pour pouvoir vivre décemment à la fin de ces années de travail. Il tape sur des gens où tout est anxiogène. Je veux dire, l'avenir est anxiogène, l'inquiétude de l'argent est anxiogène, et surtout, on n'a pas la possibilité de pallier, puisque ce sont des gens qui n'ont plus d'activité et qui ne peuvent pas dire bon, ce que je perds d'un côté, je vais aller faire ci, ça pour essayer de le récupérer de l'autre. Il a vraiment tapé sur des gens qui étaient en position de faiblesse. Et qui l'ont senti tout de suite. Et en plus, moi, ce qui me semble aussi anormal, c'est que plus que la hausse de la CSG, ce qui me semble anormal dans notre système, c'est le niveau des retraites. Avant tout, c'est le niveau des retraites en France. Quand on voit le niveau de charge de cotisation que nous avons pendant 40 ans, pour voir tu sais qu'on dit que les retraités sont aujourd'hui mieux lotis que les jeunes quand même. Oui, mais enfin, on se demande aujourd'hui s'il y a 40 ans, on n'aurait pas dû privatiser le système des retraites, ce qui me semblerait beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. On a l'impression, finalement, pour beaucoup de gens qui cotisent toute leur vie, ils s'attendent à la fin de leur vie professionnelle, plus ou moins, à une distribution de misère. Donc, et donc, c'est pas moi, ce qui me choque, c'est pas la baisse de la CSG, c'est le niveau des retraites en France. Je veux dire, aujourd'hui, on distribue l'aumône à des personnes qui sont en fin de cycle de travail. C'est de l'aumône, c'est pas décent pour vivre. Le niveau des retraites en France, c'est 1367. Alors, cette interpellation hier... Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, ce que j'aimerais pour nos députés et nos sénateurs, qui nous donnent beaucoup de leçons, moi, ce que je leur propose, puisque ce sont de bons Français ils sont très émotifs, ils ressentent absolument la douleur des Français, surtout en période électorale, ils sont très proches de nous, ils s'identifient à nous et ils ont mal à notre place par moment. Ce que je leur propose, c'est pendant un an de vivre avec 1 200 €. Voilà, ils prennent ou 1 100 €. Ils prennent le niveau d'une retraite et on leur propose de vivre pendant un an avec une retraite. Voilà, ils s'assument et ils nous expliquent au bout d'un an, d'abord combien il en restera au bout d'un an. Je crois pas beaucoup, mais que puisqu'ils veulent s'identifier aux Français, qu'ils s'identifient réellement, parce que c'est facile de donner des belles leçons, d'expliquer les choses du haut de son perchoir ou du haut de ses notes de frais qui sont parfois indécentes et du haut de ses avantages qui les sont encore plus. Oui, et je parle des sénateurs députés. On pourrait aussi parler des hauts fonctionnaires qui sont quand même une race un peu spéciale, qui sont jamais touchés par rien, qui vivent dans l'ombre et qui ont des avantages qui donneraient presque envie de redescendre dans la rue pour reprendre la Bastille. D'accord, mais c'est assez facile d'un coup, si tu veux, de déplacer le curseur vers les responsables politiques, les députés, les sénateurs. On verra ce que donne la réforme constitutionnelle ou institutionnelle que veut faire Emmanuel Macron, et même sur les hauts fonctionnaires. Pour terminer, simplement, Emmanuel Macron a au moins le courage de faire des réformes dans ce pays, alors qu'on a eu jusqu'à présent des présidents qui se disaient je ne vais rien faire, comme ça je suis sûr d'être réélu. Si tu veux, aujourd'hui, il y a toute une partie de la population dont font partie les retraités, dont font partie les bas salaires, qui se dit Macron nous demande de la patience. C'est ce qu'il a dit hier. Il dit moi je suis en train de tout revoir du sol au plafond. D'accord, c'est très bien. Seulement si tu veux, le moyen terme ou le long terme, à qui va-t-il profiter? Qui va recevoir, tu sais, le fameux premier de cordée, le ruissellement? Qui va recevoir les fruits aujourd'hui de ces réformes qu'entreprend Emmanuel Macron? Parce que le retraité, il dit moi vous allez peut-être me supprimer une partie de la taxe d'habitation, il va y avoir des compensations. Moi j'ai mon niveau de vie qui, si vous voulez, ou mes dépenses du quotidien qui elles augmentent. Donc même si la réforme de la taxe d'habitation c'est à la fin de l'année, j'ai quand même mon quotidien. Tu as bon nombre de salariés aujourd'hui qui disent moi les salaires dans les entreprises ils n'augmentent pas de toute façon. Donc à qui s'adressent les réformes d'Emmanuel Macron? À qui demande-t-il la patience? Qui va tirer, si tu veux, profit de cette croissance? La question elle est posée aujourd'hui, la visibilité on la connaît pas. Aujourd'hui l'objectif clairement affiché c'est de baisser le coût du travail de façon à réduire le nombre de sans emploi dans ce pays. Voilà, aujourd'hui on essaie, je crois qu'à travers ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place, c'est d'abord redonner le goût de l'entreprise, expliquer que entreprendre et créer de l'emploi, c'est pas un péché, et que quelque part, si tous ces emplois ne pourront être créés que par des entrepreneurs, et c'est donc revaloriser l'entreprise. C'est ce qu'il fait en ce moment, et moi je l'en félicite. Charles Consigny. Moi je pense que si la situation va mieux, ça profitera à tout le monde. Il faut pas avoir une vision socialiste des choses, à penser que si ça va mieux et que ça profite aux riches,
riches, c'est mauvais pour les pauvres. Non, je pense que si ça va mieux... C'est pas ce que je dis. Je dis c'est un peu ce que tu dis. Oui, la vision... Oui, tu vois peux l'interpréter comme ça. Non, je dis simplement... Est-ce que c'est pas la même catégorie de population qui va profiter, si tu veux, des réformes à ce moment-là? Je suis désolé, mais il faut arrêter de fantasmer avec ça. Cette catégorie de population dont on parle, les riches français, d'abord connaissent un exode massif. Ensuite, ceux qui restent sont taxés aux 3/4. Donc moi, je veux bien qu'obsessionnellement, on paupérise tout le monde uniquement parce qu'on en a marre qu'il y ait des riches, mais à la fin, on sera tous pauvres. Et c'est déjà la situation en France. C'est qu'à force de s'être acharné sur les riches parce qu'on peut pas supporter qu'il y en ait qui soient plus riches que nous, parce qu'on n'aime pas les premiers de cordée ou je ne sais quoi. Moi, j'aime pas trop cette expression un peu arrogante des premiers de cordée. J'ai pas l'impression que le patron de tel ou tel grand groupe soit mon premier de cordée. Non, mais que les retraités ou les bas salaires aujourd'hui râlent face à ce qui est en train de se passer. Pour vous, il ferait mieux d'attendre, comme le dit Emmanuel Macron, d'attendre que les travaux soient finis et les réformes soient finies, quoi. Non, parce que ça montre leurs résultats. C'est trop facile. Il faut voir aussi qu'il y a une espèce de... C'est pas trop facile, c'est réalité. Il y a une rhétorique macroniste où on peut jamais les critiquer. Soit on vient critiquer trop tôt, faut attendre le résultat. Soit on dit que la réforme est trop à gauche, on trouve des arguments pour nous dire qu'en fait elle est de droite, etc. C'est des charmeurs de serpents, les macronistes. Donc moi je trouve que c'est pas la question. Mais par exemple les bas salaires, on va pas me faire croire que si on relance l'économie française, qu'on abaisse les charges sur les salaires, ça va pas avoir un effet positif sur les bas salaires. Moi je crois qu'il faut qu'on sorte de cette logique de paupérisation généralisée, qu'on sorte de cette logique de surtaxation généralisée, qu'on quitte notre vieille jalousie et notre vieille envie et qu'on se dirige vers une économie prospère. Et peut-être qu'on va y arriver. Alors certes, ça profitera aux riches, c'est vrai. Si ça se trouve, il y a des riches qui vont s'enrichir dans ces cas-là, mais je pense que si parallèlement les pauvres et les classes moyennes s'enrichissent aussi, ce sera une bonne chose. Dans un instant, Laurie avec nous en direct au 32-16. Laurie qui est du côté du Rhône, elle est bénévole en médiathèque. Elle dit on préfère s'attaquer aux plus faibles, dit-elle en ce moment. Pourquoi? C'est la question qu'elle va nous poser et les réponses que vous lui apporterez. Quelques réactions sur Internet, sur rmc.fr. J'ai Bruno qui écrit: les retraités, c'est facile de leur demander d'attendre. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le temps, les retraités, le temps de gérer leur quotidien aujourd'hui, les dépenses avec les petites retraites qu'ils ont? J'ai l'impression que Macron est vraiment le président de la déconnexion de la France, m'écrit Bruno sur Internet, rmc.fr. Il est déconnecté, Macron, là? Bah oui, lorsqu'il répond? Non, mais moi je donne un exemple. J'ai une vieille maman qui a 85 ans, à qui on a retiré... Qui a la chance d'avoir un fils qui va bien. Brillantissime, ouais. Merci. Mais c'est compliqué de lui dire, il faut de la patience, maman. Tu verras, dans quelques années, ça ira mieux. Ce qui intéresse, c'est aujourd'hui, quoi. Oui, mais cet auditeur, Bruno, a totalement raison quand il dit que Macron, c'est en effet la déconnexion. Je veux dire, on répond surtout et avant tout, je veux dire, aux normes avancées par Bruxelles et par l'Union européenne. Non, mais c'est vrai, je suis désolé, c'est totalement ça ce qu'on fait quand on regarde les différents rapports de la SNCF qui donnent depuis des années. T'es en train de dire que Macron, il est aux ordres de Bruxelles, quoi. Oh, mais totalement. Et tant mieux. Mais non, mais pas tant mieux du tout. C'est une Europe, c'est pas du tout une Europe sociale qui protège vieux mirages qu'on nous sert depuis des années. C'est une Europe du dumping social et fiscal. C'est une Europe qui, une fois de plus, je suis désolé, sur l'agriculture a fait largement ses preuves. Je veux dire, quand on voit comment elle a déconstruit le PAC, notre fameuse politique agricole commune, quand on voit comment elle a déconstruit nos services publics. On voit comment les Anglais regrettent d'avoir voté pour en sortir. Non, mais on prend tous les sujets qu'on veut, on peut trouver à chaque fois un lien négatif avec l'Union européenne. Je suis pas d'accord avec Jean-Pierre Chevènement. Moi, je pense là, je suis flatté. Ou Florian Philippot. Là, tu touches moi. avec Florian Chevènement, moi je crois au contraire que l'Europe nous protège. Je l'ai déjà dit ici et on l'a vu sous Hollande. À l'époque où Hollande voulait instaurer des taxes qui avoisinaient les 100%, l'Europe à un moment donné a dit stop. A dit là, vous sortez de l'économie de marché, vous sortez de la liberté du commerce. Donc l'Europe a retoqué ce qu'on faisait. L'Europe nous empêche de nous endetter. Mais si on n'avait pas les règles européennes sur la dette, mais aujourd'hui on serait dans la situation
situation du Venezuela. Ça va, notre dette s'est améliorée. Dans un instant, on continue d'en parler avec Laurie, avec Arnaud, interpellé par un retraité hier à Châlons-en-Champagne. Emmanuel Macron demande de la patience, le temps de mener à bien les travaux dans la Maison France. Et avant d'avoir les résultats, est-ce que vous êtes prêts? Il maroufle. Est-ce que vous êtes prêts à lui accorder cette patience? 32-16, rmc.fr pour en parler avec les GG. Les GG, les grandes gueules sur RMC sur numéro 23. Nous sommes avec Mourad Boudjelal, avec Charles Consigny, avec Maxime Yeddo. Dans un quart d'heure, les GG veulent savoir des facteurs pour vous aider à déclarer vos revenus. C'est ce qu'envisage la Poste. 900 facteurs services experts. 50 € pour une aide de 45 minutes à faire votre télédéclaration. C'est-à-dire que le facteur va venir tenir votre souris. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? 32-16, rmc.fr. Les GG veulent savoir. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Il n'est pas un peu gonflé, le président de la République, de répondre à un retraité qui, lui, voit son quotidien, lui dire écoutez, il faut de la patience, les résultats vont venir dans quelques mois. Sylvain Maillard, monsieur le député de Paris. Bonjour à vous tous. Écoutez, au moins, moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'il va au contact. Il va au contact, il écoute, il répond, et je pense que vraiment, faut le saluer. On va pas applaudir et faire un saut périlleux pour ça non plus. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de très bien, et il répond de façon très posée, il prend le temps pour expliquer. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit tout à l'heure Mourad Boudjelal, que je salue d'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Je vous salue aussi. Mourad, vous êtes chef d'entreprise, comme moi. Moi, je suis très surpris de ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à l'aise? Moi, je suis pas très à l'aise, je vous dis, avec mes salariés, que certains d'entre eux que je paye au SMIC, c'est-à-dire qu'ils gagnent 1100 € par mois, ils ont une famille à élever, ils sont jeunes, il faut qu'ils construisent une vie, ils gagnent 1100 € parce que c'est le cas de 23% déjà, des si vous salariés. Déjà, si vous payez 1100 €, et vous êtes en dessous du SMIC parce que c'est 1182. Net. Ça dépend. C'est 1182 net. Avec des... Est-ce qu'on est à l'aise? Moi, je vous le dis clairement, moi, je suis pas très à l'aise dessus, en disant, est-ce qu'on peut construire une vie? Est-ce que c'est pas difficile quand vous travaillez de gagner aussi peu? Et quand on dit qu'on a une hausse de la CSG, l'argent, j'écoutais tout à l'heure vos propos, on a l'impression que l'argent il disparaît. L'argent de la hausse des 1,7% pour la CSG, pour le moment. Il permet d'augmenter le salaire de ceux qui travaillent à l'heure actuelle. Ça veut dire pour celui qui est au SMIC d'avoir une hausse de son salaire. Mais parce que nous, on veut que le travail fait plus. Sylvain Maillard, ce que les Français voient pour le moment, c'est la hausse du prix des cigarettes. Ça, c'est quand même l'État qui la décide. Et c'est quand même un impôt. La taxe du diesel, c'est les APL, c'est la CSG. Donc, si vous voulez, pour les salariés, quand on leur dit non, mais écoutez, vous verrez ça à la fin de l'année sur la taxe d'habitation ou d'ici 12 ou 24 mois, si on a des résultats, c'est là où je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Il pouvait peut-être y avoir des mesures plus importantes qui impactent ou immédiates qui impactent directement le pouvoir d'achat, Sylvain Maillard. Mais ça impacte tous ceux qui sont salariés à l'heure actuelle, ont vu leur première hausse début février sur leur fiche de paie, ont vu leur salaire augmenter. Ne dites pas que l'argent a totalement disparu. Les hausses de personne n'a parlé d'argent qui a disparu. Vous avez dû écouter notre radio peut-être, mais nous on n'en a jamais parlé. Alors, vous étiez sur RTL. Je trouve que la tonalité de vos propos au début on a eu l'impression que ils tapent toujours sur les mêmes et qu'on prélève et qu'on fait un impôt supplémentaire. C'est une autre répartition. Et c'est vrai que nous assumons le fait que nous voulons que le travail paie plus. C'est très simple. Il faut que nous produisions, avant de distribuer, il faut que nous produisions plus. C'est un changement de paradigme. Et je trouve que la métaphore, d'ailleurs vous l'avez souligné, la maison est assez juste. Parce que, effectivement, au début, c'est plus compliqué. Parce que, attendez, on n'a pas hérité d'une situation, on n'est pas là depuis 10 ans. On arrive avec une situation quand même compliquée, 100% d'endettement. Question Maxime pour vous. La France est repartie, on a plus de 2% de croissance, on a des taux d'intérêt historiquement bas. C'est maintenant qu'il faut faire les réformes. C'est maintenant qu'il faut vraiment transformer. Moi, je suis toujours assez amusé d'entendre des députés comme vous dire qu'ils sont mal à l'aise de payer des salariés au SMIC, alors que rappelez-moi votre salaire. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est toujours des gens qui sont un peu privilégiés, comme les députés, etc., qui viennent donner des grandes leçons aux smicards ou aux gens qui travaillent le plus. Enfin, je veux dire, député, c'est quand même pas le boulot le plus difficile du monde. Monsieur, vous êtes étudiant. Je vais pas faire vous êtes un peu arrogant. Vous êtes étudiant. Moi, j'ai créé plus de 200. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. J'ai créé plus de 200. J'ai 43 ans. J'ai créé plus de 200 emplois dans ma vie. Écoutez, je pense que je peux
je peux être assez fier de ce que j'ai fait. Donc ne partez pas sur des sujets précis. Je vous souhaite en tout cas d'avoir une réussite et d'avoir une carrière, d'être en adéquation avec vos dires. Moi, la seule chose qu'on soit très clair. En plus, je vais être tout à fait honnête. Moi, dans mon domaine, je suis vraiment dans la compétition mondiale. Je fais 80% de mon chiffre d'affaires en dehors de France. Donc mes compétiteurs principaux sont les Chinois. Donc je vais vous dire une chose très très simple. Il faut que dans notre pays, le travail paie plus. C'est essentiel. Si on n'arrive pas à produire plus, on n'arrivera pas à distribuer. On est sur une pente qui fait qu'on a des finances publiques dans l'état où elles sont à l'heure actuelle. Donc nous, on a décidé tout simplement de changer le logiciel. On peut comprendre que ce soit plus difficile. On demande un effort. C'est pareil pour les retraités. J'entendais d'ailleurs le président de la République a très bien répondu. On demande aux retraités qui gagnent, il n'y a pas que les retraités d'ailleurs, mais qui gagnent plus de 2, quand la taxe d'habitation sera en plein exercice donc d'exonération, plus de 2500 € net par personne. Donc c'est pas non plus une petite retraite. Tout à l'heure, Mourad Boudjela disait des petites retraites. Ça n'a rien à voir avec une petite retraite. Ça veut pas dire que ça vous fait de vous quelqu'un de riche. Ça fait juste quelqu'un de vous qui a besoin aussi, qui pense aux générations suivantes et dire voilà, moi je veux remettre aussi la France dans le bon sens et aider mes petits enfants. D'ailleurs, le retraité l'a dit très bien. Vous protégez l'avenir de vos petits enfants. Merci Sylvain Maillard, député de La République En Marche de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Laurie, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté et écouté l'ensemble de la discussion, Laurie. J'ai pas tout entendu parce que au début de la discussion, j'étais dehors. Mais moi, je voulais simplement dire deux choses. Est-ce que vous accordez votre patience encore au président de la République alors ? Non, en fait, moi, vous voyez, c'est ce que je disais à votre collaborateur. Je suis en train de lire le livre je ne me rappelle plus son nom. Vous l'avez invité il y a quelques jours. C'est Bienvenue en Macronie. Oui. Et c'est vrai que malheureusement je lis le soir, donc ça me fait faire des cauchemars, mais bon. Pourquoi ? Ah oui, c'est sur les hauts fonctionnaires. Voilà, alors là, le premier chapitre, c'est sur les hauts fonctionnaires. Je suis sidérée de ce que je lis, et quand je vois qu'on demande aux gens de faire des efforts, et qu'on ne touche pas cette partie, quand je vois qu'il y a des hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le président de la République, donc je suis sidérée qu'on ne touche pas à ces gens-là. Et en plus, deuxième chose, on est là en train de dire que M. Macron est très courageux. Il va face aux retraités, face aux agriculteurs. Mais s'il était aussi courageux, pourquoi il ne met pas un coup de pied dans la fourmilière de ces hauts fonctionnaires et qui ne touche pas à ces intouchables? Ça viendra peut-être. Là, c'est courageux. Là, ça serait courageux. Vous faites quoi dans la vie, Laurie? Moi, je travaille dans une médiathèque. D'accord. Quel est votre salaire je suis bénévole. Je suis mère au foyer. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de dire que Emmanuel Macron reste le président d'une certaine partie de la France, quoi, pour vous. Mais en fait, c'est ça. Mais franchement, moi, j'avais aucun a priori sur Emmanuel Macron. J'ai pas voté pour lui. J'ai pas voté au deuxième tour. Mais j'étais plutôt au départ, finalement, étonnamment, bien sûr. J'étais bien étonnée et je me suis dit tiens, je me suis peut-être trompée, mais en fait je vois que c'est pareil. Je veux dire, quand vous j'ai pas pensé ça, je pensais ça aussi avant de lire le livre, mais en fait ça sera toujours pareil. Alors Mourad Boudjela vous écoute, Laurie. Moi, ce que je voudrais vous répondre, c'est que le problème de ce pays, c'est que quand on parle de travail, quand on parle de salaire, on oublie qu'ils doivent correspondre à une valeur. C'est le sens de la valeur travail qu'on a oublié. Alors ce que je vous dis sur les hauts fonctionnaires, par exemple, moi que l'on paie quelqu'un 20, 30, 50, 100 000 euros par mois, ça me choque pas. Si en face, il y a une création de richesse qui justifie ce salaire. Le problème de tous ces hauts fonctionnaires, c'est que depuis, ils ont un statut effectivement intouchable avec des salaires qui feraient pâlir d'envie des chefs d'entreprise. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun résultat. Parce que depuis des dizaines d'années, on est dans la panade. Ils font tourner la machine, ils font tourner l'État. Si tu veux, on voit le taux du chômage depuis le temps. Il faut prendre tous les hauts fonctionnaires. Je crois que vous avez une génération en face de moi qui connaît que la crise, quoi. Voilà. Donc tous ces gens-là qui depuis des années n'ont pas su anticiper la crise, n'ont pas su la gérer, ne savent pas prévenir, gardent des salaires qui correspondent dans le monde de l'entreprise, qui sont totalement injustifiés parce qu'ils ne créent pas de richesse. La haute fonction publique, c'est quand même une. C'est eux malheureusement qui font nos lois. C'est pas eux qui plombent le pays. Mais c'est une idéologie qui est imprégnée, mine de rien. Maintenant, le haut fonctionnaire est devenu le responsable aujourd'hui de tous les maux et de toute la crise. Qui rédige nos textes de loi, qui rédige tout ce qui passe à l'Assemblée, tout. Enfin, je veux dire, si un responsable politique veut contraindre un haut fonctionnaire, il y arrive. Faut pas exagérer non plus. Pourquoi il le fait pas? Mais justement, tu l'as dit. Pourquoi il le fait pas?
Tu viens exactement de le dire. Pourquoi on ne peut pas contraindre ces fameux hauts fonctionnaires ? On va pas nier le fait qu'il existe, même si c'est sûr que c'est pas eux qui sont à l'origine de tous les déficits de la France. Ah non, c'est quand même plus. C'est quand même leur mauvaise décision. C'est aussi leur mauvaise décision, mais il existe, il est vrai, une certaine caste de hauts fonctionnaires qui ressemble à la nomenclatura qui sévissait en Allemagne de l'Est. Et c'est quand même quelque chose qui existe. Je suis désolé. Vous êtes tous les trois alors d'une unanimité ou d'un unanimité pour déplacer ces curseurs vers la haute fonction publique. J'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on était parti des retraités, de l'attente, de l'impatience aujourd'hui d'une partie des Français simplement pour voir enfin les résultats. Et vous m'avez déplacé le curseur sur combien ? 5 000 personnes, 10 000 personnes. Je peux répondre. Enfin, 10 000 personnes qui ont des postes à conséquence. D'abord, c'est sans doute en effet au moins 10 000 personnes, mais ça finit par coûter un peu d'argent. Ensuite, encore une fois, ce qu'ils font perdre. Encore une fois, nous sommes leaders d'Europe. On a les impôts les plus élevés d'Europe. J'avais raconté ici, c'est un exemple parmi d'autres, ce déjeuner préfectoral d'une ministre que je ne citerai pas, une ministre totalement insignifiante qui se déplaçait dans une préfecture en France que je ne nommerai pas, et son chargé de communication mettait tout ça sur Instagram dans les stories. Vous savez, ces contenus périssables qui restent 24 heures. J'aurais dû faire des captures d'écran, mais je suis pas un délateur, contrairement à beaucoup dans notre époque. Et je voyais les bouteilles de chasse-pline. Combien ça coûte une bouteille de chasse-pline ? Ça coûte au moins 100 € la bouteille, je crois. Et il y avait quoi ? Il y avait peut-être 10 bouteilles de chasse-pline qui étaient posées sur la table. Et il filmait aussi les voitures devant la préfecture. Il y avait quoi ? Il y avait peut-être 6 voitures pour la ministre, et tout ce monde-là déjeunait parce qu'elle se déplaçait, je sais pas où. Bon, tout ça, on voit bien, c'est une espèce de réminiscence d'ancien régime. Et le problème, c'est que à la fin des fins, ça finit par coûter cher. Donc, avant de demander des efforts, il est vrai qu'on en demande aux personnes qui gagnent peu d'argent. Il faut montrer l'exemple. Et pour l'instant, je trouve que ne serait-ce qu'en termes de communication, il y a une légère carence chez Emmanuel Macron et dans cette majorité sur l'exemplarité. Il faut qu'il montre l'exemple. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à accorder votre patience au président de la République alors ? Parce que c'est ce qu'il demande. Oui, moi je lui accorde la patience. J'ai pas forcément voté pour Macron, j'ai voté Fillon au premier tour et puis Macron au deuxième tour. Ça c'est du vote. Allez-y. Allez-y. Non, moi je venais par rapport aux retraités qui se plaignent. Moi je parle en général pour les Français. Il faut qu'ils assument un peu. Il faut que les Français arrêtent d'être pris en main, arrêtent d'être assistés tout le temps. On est un pays qui a plus de 2000 milliards de dettes. À chaque fois qu'on fait un enfant, il part déjà dans notre pays avec une dette. Et il faudra qu'il la rembourse alors qu'il n'a rien fait. À aujourd'hui, on peut dire que depuis fin des années 70, on n'a pas un gouvernement qui vote un budget à l'équilibre. Ceux qui votent depuis toutes ces années-là, c'est bien nos retraités qui ont voté jusque-là. Donc qu'ils assument un peu. Il faut un moment qu'on assume ce qu'on fait. Et les premiers à assumer, c'est le français. Et nous tous, on doit assumer. On a tous cru à la bonne parole de nos politiciens. Stop. On peut plus continuer comme ça. Donc il faut que le français assume, et les premiers à assumer, ce sont les retraités. C'est à eux de payer aussi, c'est eux entre autres eux qui nous ont mis dans cette situation-là, à croire tous ces neuneux qui nous promettent monts et merveilles, et à la fin, celui qui paye, ça reste le français. Alors je préfère que ce soit les retraités qui payent que mes enfants. Ma mère est encore en vie, mais voilà, moi mes enfants, ils vont devoir aussi payer. Je trouve pas ça anormal que les retraités. Donc vous préférez que ce soit vos parents que vos enfants. Arnaud, permettez que je vous réponde à travers ces 3 lignes qui me sont envoyées sur Internet par Annick, qui nous dit, moi, petite retraitée, le président se fout de nous en nous demandant des efforts. Je pense que la veste qu'il portait hier vaut plus de 1 200 €. Alors la patience, petit point de suspension. Voilà ce qui est écrit, Arnaud. 1 450 € Oui. Bon, on va pas demander à notre président d'aller le chaussure. On s'en fout. On parle de 2000 milliards, quoi. Encore, il n'a pas des très beaux costumes. Arnaud, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir été avec nous en direct sur MC. Pascal qui nous dit ça fait des années qu'on nous demande des efforts, de la patience. Vous les voyez, vous les résultats. Alors, mais c'est pas vrai. Ça fait des années qu'on ne réforme pas. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On va là aujourd'hui. Il y a une mesure, il y a une réforme qui est en place, qui se met en place sur la SNCF. Et Dieu sait si elle est justifiée
fait. Bien sûr. On va avoir, on sait pas ce qu'elle nous une réserve, panique cette pendant réforme. plusieurs mois. Je veux dire, alors qu'elle est totalement nécessaire, justifiée sur une entreprise qui dépense 2 fois ses produits. C'est juste pas possible. Voilà. Alexandre qui nous dit, vous allez voir comme ça va être compliqué. Alexandre nous dit bullshit, pour employer une expression à la mode en ce moment. On est exactement dans la même rengaine que François Hollande avec Emmanuel Macron. Voilà ce que nous écrit Alexandre. Dans un instant, on va s'intéresser au service public, on va s'intéresser à la Poste. Des facteurs, c'est une réflexion qu'on a à la Poste, des facteurs pour vous aider à déclarer vos impôts. C'est une consultation, c'est eux qui prendront en main la souris. 50 € pour une aide de 45 minutes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pourriez faire appel aux facteurs pour vos impôts? 3216 rmc.fr. Musique qui m'écrit les efforts pour les retraités et on lâche l'ISF. Foutez de la gueule du monde ou quoi? On fait gagner des millions à certains grands groupes. On nous prend vraiment pour des cons, m'écrit Musique sur internet rmc.fr. Bruno qui nous dit Macron, il était peut-être maçon dans une vie antérieure. Mort de rire ce qu'il a dit, m'écrit-il sur rmc.fr. Rafi qui nous dit l'économie française va bien. Il faut mettre les gens au travail. Oui, il faut des réformes. Oui, il faut patienter, m'écrit-il. Triton, c'est sûrement son vrai prénom. Nous dit des impôts alourdis, mais en contrepartie de quoi? Des mesurettes et pas de réduction de la dette. Monsieur Macron fait des constats, mais il a la main qui tremble et vous verrez que la SNCF en sera un bon exemple, m'écrit-il. Olivier nous dit je suis en invalidité, moi aussi j'ai pris l'augmentation de la CSG, alors arrêtons les conneries, j'ai perdu plus de 600 € sur l'année. Voilà ce qu'il m'écrit sur rmc.fr, réaction beaucoup plus courroucée que la vie de nos GG.